Et on fera aussi des petites questions après. Hein, comme... On a une vingtaine de minutes, puis une dizaine de minutes de questions, ça va? Bien sûr. Allez, écoutez, nous sommes toutes oui. Alors la question avec laquelle je vais vous embarrasser et après m'être embarrassé moi-même, c'est est-ce qu'on peut encore lire Rousseau comme un auteur contemporain? Un auteur contemporain, c'est-à-dire qui nous parle. Alors pour mettre à l'épreuve cette question, puisque enseigner Rousseau, c'est quand même faire le pari qu'il peut être lu comme quelqu'un qui va encore inspirer les générations nouvelles et les porter à penser, à réfléchir et à agir. Alors, je suis partie de trois idées rousseauistes qui sont extrêmement connues, au point d'être devenues banales. La première, c'est obéir à la loi qu'on s'est donnée est liberté. La deuxième, c'est l'homme est né bon naturellement. Et la troisième idée, également extrêmement connue, c'est l'idée que la démocratie est un régime qui convient à des dieux. Voilà. Alors, la question que je vais me poser, c'est, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que la plupart d'entre vous savent ce que ça veut dire. Mais pourquoi est-ce qu'on peut mobiliser encore cette idée aujourd'hui? Pour quelles raisons? Alors, partons de la première idée, obéir à la loi qu'on s'est donnée et liberté, c'est-à-dire la liberté. Alors, je crois qu'il faut comprendre que pour Rousseau, ça c'est... Vous savez que Bergson disait qu'un philosophe, c'est d'abord une intuition. Je pense qu'il y a quelque chose qui a marqué Rousseau très profondément, c'est d'avoir compris que le pire, ce qui pouvait arriver de pire à un homme, c'est d'être soumis, asservi, dominé, écrasé, opprimé. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien dire qu'après tout, même dans l'oppression, on mange, on boit, on dort, et même on va au spectacle. Pourquoi? Alors la raison est très intéressante, c'est parce qu'il l'a vécu comme une humiliation. Pourquoi est-ce que la soumission est humiliation? Eh bien pour une raison qui est celle qu'il va falloir prouver, parce que la liberté est liée à la dignité. Et voilà, ça c'est une intuition profondément rousseauiste. Nous, on rêve surtout de libération. Libération des mœurs, libération fiscale, libération familiale. Mais la libération, c'est faire sauter... Tandis que, voilà ce que nous dit Rousseau, il faut faire la preuve que la liberté est une qualité d'être humain parce qu'elle est liée à la dignité. Vous savez que c'est dans la Déclaration des droits de l'homme de 1948, premier article. Alors, comment faire la preuve que la liberté est liée à la dignité? Parce que c'est déclaratoire de le dire, c'est du laïus, d'accord? Eh bien, justement, Rousseau y répond en disant « obéir à la loi qu'on s'est donnée est liberté ». Ça veut dire que la liberté ne consiste pas à faire n'importe quoi, à suivre son désir, son impulsion, son émotion, sa réaction, mais la liberté consiste à se donner à soi-même la loi pour ne pas la recevoir d'un autre. C'est ça la dignité. Et c'est cela qui fait que vous avez une dignité juridique, qui est naturelle, qui n'est pas octroyée, qui n'est pas donnée par un État. Naturellement, il y a une dignité juridique parce que tout homme peut se donner la loi. Alors laquelle? Laquelle? Alors ce sera évidemment développé par le grand lecteur de Rousseau qui a été Kant, parce que le choix de la loi que je vais me donner, c'est une loi équitable. C'est une loi équitable, c'est une loi juste, c'est une loi qui peut s'appliquer à tout être humain. Sartre en héritera lorsqu'il dira « quand je choisis tout l'homme ». D'accord? En d'autres termes, je peux m'imposer à moi-même une loi. La liberté, c'est de pouvoir s'imposer à soi-même une loi et non pas refuser toutes les lois, toute contrainte ou toute contrariété. D'accord? Et ça fait la preuve, évidemment, que c'est lié à la dignité, puisque je suis législateur. Je suis législateur en obéissant à la loi que je me donne. Alors voilà, ça c'était Rousseau. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on peut avoir besoin de retrouver au sens profond, de revivre cette vision de la liberté? Alors là, j'interviens, c'est pas Rousseau, mais je pense qu'il me suit des yeux là où il est. Je crois que c'est parce que nous souffrons aujourd'hui d'un mal très spécifique
qui est... Alors, le mot va vous paraître barbare, je l'explique aussitôt. On peut avoir qu'une parole à la fois, il n'y a pas de polyphonie dans le discours. Parce que nous souffrons tous et volontairement d'autoconditionnement. D'autoconditionnement. En d'autres termes, la subtilité, et ça, évidemment, c'est apparu et ça s'est développé considérablement avec le numérique. Alors, ça ne veut pas dire que le numérique n'est pas bien, hein. Le numérique est un lieu de créativité, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu d'invention, de mémoire, etc. Mais en revanche, c'est aussi un lieu par lequel on peut se faire piéger. Par lequel on peut se faire piéger. Or, comment est-ce qu'on nous piège? Et ça, c'est la subtilité extraordinaire. On nous piège avec notre propre consentement. Vous comprenez pourquoi c'est du Rousseau inversé? Nous consentons à être piégés. Nous sommes complices de notre propre conditionnement. Et vous savez qu'aujourd'hui, ça fonctionne jusqu'à des enfants, à atteindre des enfants de 3 ans. Voilà. Parce qu'on nous piège avec nos propres valeurs, avec nos propres émotions, avec nos propres attentes. Voilà. Et un philosophe vivant a écrit une critique de la raison algorithmique. Et il explique, et ça, tout le monde peut le vivre, il explique combien c'est la liberté de parole, ça va très loin, hein, la liberté de parole. Dans la rue, on vous demande votre avis, on vous invite à une émission, on vous demande votre avis, on vous demande vos goûts, etc. Donc évidemment, vous êtes incité à parler. Et qu'est-ce que vous faites quand vous parlez, quand vous racontez, quand vous expliquez? Eh bien, vous fournissez à ceux qui vont les acheter des big data gratuites. Voilà. En d'autres termes, et alors la police le sait bien, si vous voulez, puisque la meilleure façon de se renseigner sur quelqu'un, c'est de regarder ses mails, hein, puisque tout le monde, ou de regarder Facebook, ou de regarder Twitter, d'accord, puisque tout le monde explique, tout le monde raconte, tout le monde dénonce son voisin sans le savoir. Voilà. Et c'est pour ça, cette inversion de la loi rousseauiste m'a paru intéressante à développer aujourd'hui, parce que c'est quelque chose ce qu'on appelle retrouver l'esprit critique, c'est ça, c'est retrouver le sens de l'autonomie. C'est-à-dire ce que je pense, je veux en être moi responsable. Je veux que ça vienne de moi. Alors le deuxième moment, qui est celle de l'homme est né bon naturellement, va nous venir d'un soupçon, puisque là je viens de défendre cette liberté héroïque qu'est l'autonomie, puisqu'il s'agit de se dépasser soi-même en choisissant une loi qu'on s'impose à soi-même. Mais si cette liberté était mauvaise, voilà, c'est un grand problème qui n'a pas fini d'exister et de faire couler de l'encre. Et si cette liberté était mauvaise? En d'autres termes, si l'homme choisissait toujours le mal. Alors, à l'époque de Rousseau, bien évidemment, cette philosophie était un petit peu héritée d'une certaine tradition chrétienne, et même judéo-chrétienne, qui est celle du péché originel. Et à cette époque-là, le péché originel, on pensait que c'était physique. C'est-à-dire que les mères transmettaient, en quelque sorte, le péché originel en même temps que leur enfant. D'accord? C'était quelque chose de presque organique. Donc tout homme naissait mauvais. Alors, si tout homme naît mauvais, la seule façon de le rendre bon, c'est de lui taper dessus. D'accord? C'est-à-dire de pratiquer la discipline. En d'autres termes, toute morale ne sera jamais qu'une contrainte intériorisée, qu'une discipline. Alors vous imaginez ce que ça veut dire, surtout sur le plan scolaire. Châtiment corporel, humiliation, vexation. Enfin voilà, ça fait pas franchement rêver, mais simplement comment changer les choses. Imaginez que quand un élève vous dit « j'ai pas eu le temps de faire mon devoir », ah, c'est la paresse qui parle. Il y a tout de suite la méchanceté. Imaginez que quand quelqu'un dit « oh flûte, j'ai oublié de faire ma déclaration d'impôt avant le 5 », ce soit uniquement par ladrerie, parce qu'il ne veut pas payer. Vous voyez, à chaque fois, si on soupçonne que les individus, c'est par paresse, c'est par intérêt, c'est par bassesse, c'est par ignominie, il n'y a plus de vie possible. Voilà. Alors, d'où cette formule « l'homme est bon naturellement », ça veut dire, et c'est le paradoxe, mais c'est profond, ça veut dire que s'il peut être méchant, c'est parce qu'il est bon. Faut inverser. D'accord? Faut inverser. En effet, pourquoi est-ce que vous reprochez à une grenouille de faire du bruit la nuit? Non, ça n'a pas de sens, c'est ça. Ça n'a pas de sens. En revanche, vous reprochez
à votre voisin de faire exprès de rentrer le soir en claquant les portes. Parce qu'il pourrait faire autre chose, parce qu'il devrait faire autre chose. C'est donc parce que, au lieu d'être bon, il est méchant. Voilà. Vous voyez cette idée. Alors cette idée est très très profonde parce que elle permet, et ça c'est vraiment très profondément dans les Lumières, elle permet la foi dans l'homme. Et sans foi dans l'homme, on ne peut pas vivre. Lorsque vous traversez une frontière, il faut que vous croyiez que le type qui est en face ne va pas vous tirer dessus. D'accord, voilà. Hein, c'est voilà tous les. Lorsque vous traversez comme piéton, il faut que vous pensiez que la voiture n'ait pas envie de vous foncer dessus. Voilà. Hein, donc la foi dans l'homme fait, et c'est la base de toute existence et de toute possibilité de vivre. Puis alors en plus, Rousseau il est embêtant parce qu'il veut aller encore plus loin. Il veut pas simplement que ce soit notre libre arbitre qui soit bon, mais il veut que ce soit notre sensibilité aussi. Notre sensibilité aussi. C'est-à-dire que, alors là, il invente. Il est assez, bon, tout le monde le sait qu'il a inventé. C'est-à-dire que Rousseau a l'idée que même la sensibilité n'est pas mauvaise. Pourtant, regardez des gamins dans une cour de récréation, hein. Ouais. D'accord ? Offrez un jouet à un enfant qui a une sœur. Et n'offrez pas de jouet à l'autre, vous allez voir ce que ça donne. Le deuxième va casser le jouet du premier, vous remarquez, c'est équitable, ça rétablit l'équilibre. Mais immédiatement, voilà. Et comment peut-on penser que la sensibilité est bonne ? Alors, chez Rousseau, c'est l'idée que moins vous touchez, moins vous déformez la sensibilité avec les appuis. C'est toute l'éducation. Hein. La tentation de l'éducation, on l'a eu toute, hein, nous les mères. Hein. La tentation de l'éducation, c'est de fabriquer un enfant qui soit parfait. Bref, qui nous ressemble. Fabriquer, voilà. Et la grande idée de Rousseau, c'est surtout fabriquez pas. Fabriquez pas. Parce que l'être lui-même va vouloir, et c'est là qu'il a effectivement une philosophie qui est très très anticipatrice, l'être va vouloir se développer, et par conséquent, un individu qui est jeune, qui cherche la force, c'est pas la violence. La force, c'est l'épanouissement d'un potentiel organique, d'un potentiel psychique, d'un potentiel moral. Se développer, c'est se rendre fort. Ça n'a rien du... Voilà, vous comprenez ici l'esprit Rousseau. Ça va encore. 2 minutes sur la démocratie. Je passe très vite, malheureusement, sur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le fait que les psychologues nous laissent entre 2 chaises. Parce que, ben oui, il y a 2 catégories de psychologues. De toute façon, chez les chercheurs, il y a toujours 2 orientations 2 ou 3 orientations pour interpréter des faits. La première, c'est l'individu est déterminé puisque son inconscient le détermine. Hein, son inconscient le détermine. Alors ça peut aller très loin puisque on peut considérer que à partir du moment, par exemple, vous êtes enceinte. À partir du moment où vous pensez à votre enfant, vous avez déjà un imaginaire, etc., vous le déterminez déjà. Quand il naît, on va parler de lui, on va déjà le déterminer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vous avez une lecture déterministe qui peut être en psychologie, et puis vous avez la lecture inverse, vous avez toute une école de psychologie qui est inverse, qui lutte contre ce déterminisme qui serait en quelque sorte inconscient, c'est-à-dire un déterminisme qu'on ne peut pas même pas maîtriser, puisqu'on n'est pas au courant. Hein. L'autre qui consiste à dire au contraire que le désir, alors là on vous retrouvez Rousseau, c'était le cas de Françoise Dolto par exemple, hein, le désir tend à la sublimation, c'est-à-dire que spontanément un enfant cherchera à en quelque sorte orner son désir en l'élevant, en le tournant vers des objets plus élevés, hein, des objets plus élevés, comme par exemple la beauté. Et là, on retrouve un petit peu Platon. Je termine sur cette idée de démocratie, bien qu'on pourrait faire 3 heures sur la démocratie. Lorsque Rousseau dit que la démocratie, je résume, hein, c'est pas sa citation, hein, je la transforme, est un régime pour des dieux, il dit tout simplement ce que Kant traduira d'une autre façon, c'est une idée. Et tant mieux que la démocratie soit une idée. Une idée, c'est comme une valeur. Un jour, je faisais une conférence de bioéthique et une dame m'a dit « Mais
pourquoi est-ce que les biologistes ne prouvent pas l'égalité des hommes ? Je lui ai dit, mais madame, vous demandez à la biologie de faire ce que Hitler demandait. Mais on est en sens inverse. Il demandait de prouver l'inégalité, vous demandez de prouver l'égalité. C'est la même démarche exactement. C'est-à-dire que vous voulez physicaliser, vous voulez matérialiser, vous voulez schématiser empiriquement une valeur. Mais une valeur n'existe que quand on la veut. C'est quand on tend vers elle qu'elle existe. C'est pas quand on la matérialise. On va prendre des exemples si vous voulez. La terreur en France. La terreur en France a matérialisé la démocratie en disant c'est nous les bons, c'est nous les démocrates, donc tous ceux qui ne pensent pas comme nous, il n'y a qu'à les éliminer. Ça, c'est une réalisation de la démocratie par matérialisation. Lorsque Staline incarne la démocratie dans le prolétariat qui a le droit de détruire tous les bourgeois, c'est la même chose. Voilà, je crois que vous avez parfaitement compris. Or, aujourd'hui, nous faisons l'inverse. Là encore, c'est de l'inverse de Rousseau, mais je ne peux pas développer trop longtemps, mais nous faisons de la contre-démocratie. Mais nous faisons de la contre-démocratie volontairement et par liberté. En d'autres termes, nous avons tellement l'esprit critique que nous ne pensons plus qu'à critiquer. Être démocrate, c'est tout critiquer. Être démocrate, c'est tout détruire. Être démocrate, c'est ne pas aimer les institutions. Bref, comme l'a dit un philosophe contemporain, c'est faire de la contre-démocratie. Faire tomber les hommes politiques, faire tomber les institutions, démolir l'école, démolir la fiscalité. Voilà. Et c'est une contre-démocratie qui, paradoxalement, part d'un esprit démocratique. Et donc, il faudrait retrouver la puissance d'attraction de la démocratie comme idéal qui fait tendre les meilleurs esprits vers les meilleurs buts. Je m'arrête là parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Donc, même exercice, les questions, voilà, je me précipite. Donc, merci infiniment. Moi, je voudrais apporter un témoignage, si je peux me permettre. J'étais enseignante et je me suis inspirée dans ma pédagogie d'Emmanuel Kant et de Jean-Jacques Rousseau parce que ce sont des maîtres pour moi. Et alors, un exemple précis, j'ai fini ma carrière à Garges avec des enfants tous explosés, tous avec des dossiers de handicap. Et je vais vous parler de Bilal, 11 ans, qui ne savait toujours pas lire. Et Bilal, un jour, il m'a jeté son travail par terre en me disant « De toute façon, je ne sais jamais rien ». Et je lui ai dit « Écoute, je fais chaque soir un programme de journée pour chacun de vous. Et ce que j'ai préparé pour toi hier, c'est parce que moi, je sais que tu peux le faire, parce que moi, je crois en toi. » Il m'a dit « Vous êtes la seule. Vous êtes bien la seule. » Alors, j'ai voulu faire venir les parents. J'ai mis des semaines avant qu'ils viennent. Et le père m'a dit « Madame, on ne viendra pas parce qu'on en a assez d'entendre dire du mal de notre fils. » Et quand ils sont venus, j'ai cherché ce que Bilal réussissait. Alors ça allait même jusqu'à savoir à qui passer le ballon en foot pour que le but soit marqué, vous dire. Parce que je me disais, s'il a de la stratégie dans le foot, il en aura en maths. C'était peut-être utopique, mais ça a fonctionné. Et le papa, en larmes, m'a dit, alors c'était un monsieur carré, rugbyman, il m'a dit « Madame, mon fils a 11 ans, c'est la première fois qu'on me dit du bien de lui. » Et ça, j'ai pensé à Jean-Jacques Rousseau. Je me suis dit, chacun a son potentiel, il faut le trouver. Et il faut chercher à ce que l'enfant il découvre lui-même son progrès à faire. Voilà, je suis un peu émue parce que je suis très heureuse de tout ce que vous nous avez dit. J'aurais voulu vous avoir comme professeur de philo. Rousseau a inventé d'avoir confiance dans tous les enfants. Rousseau a inventé d'avoir confiance dans tous les enfants. C'est pour ça qu'il place Célestin. Le paradoxe. Excusez-moi, un moment, Jean-Jacques Rousseau, il a quitté la France ou la Suisse? Enfin, son rapport entre la Suisse et la France, vous pouvez préciser ou pas? Du point de vue personnel et philosophique. Je ne suis pas spécialiste de Jean-Jacques Rousseau d'histoire, mais il était genevois. Un genevois, protestant, etc. Il est venu en France. Voilà.
Alors, reste à... s'il a été naturalisé, j'avoue que j'en sais rien, mais il y a un certain nombre de spécialistes. Ils sont très compliqués, ça, je la connais. Mais Voilà, je pense que c'est très compliqué parce que... oui, c'est mon métier. Où se trouve la troisième question? Où se trouve la troisième question? Là-bas. Donc c'est d'un philosophe à un philosophe. Merci beaucoup, chère madame, chers collègues, pour votre intervention. Vous avez à juste titre rappelé que être libre, donc c'est obéir à la loi qu'on est prescrite. C'est capital, en effet. Il y a tout de même un problème peut-être à soulever, c'est la façon de promouvoir cette capacité donc à exercer cette liberté à laquelle on aspire tous, et chacun sait que ça passe par la promotion de la volonté générale. Or, le concept de volonté générale est tout de même un peu difficile à expliciter, vous en conviendrez, notamment lorsque Rousseau va jusqu'à dire qu'il faut aussi forcer à être libre. Donc il y a chez Rousseau une partie qui peut paraître un peu embarrassante et qui est un peu la croix des philosophes quand il s'agit d'expliquer comment la volonté générale peut être promue sans qu'elle nous écrase, si j'ose dire. Voilà. Oui, non, votre question est très juste. Et puis, il y a des tas de lecteurs de Rousseau qui en font un inventeur du système totalitaire, mais parce que c'est une lecture un petit peu tendancieuse de Rousseau. Alors, je vais prendre mais votre question est juste, hein, je veux dire, il n'y a rien à redire. Mais on peut le comprendre mieux avec l'éducation. Lorsque vous invitez un enfant à s'obliger à lire un chapitre parce que, je ne sais pas, il a tapé sur sa grand-mère ou sa petite sœur, j'en sais rien, vous le forcez d'être libre. Forcer d'être libre, ça ne veut pas dire taper sur les gens, ça ne veut pas dire les contraindre, ça ne veut pas dire leur faire mal. Les forcer d'être libre, c'est normalement, alors c'est là que c'est les faire advenir à leur puissance personnelle de prise de conscience. Si vous voulez, n'importe qui, alors ça c'est la foi de Rousseau, n'importe qui fait la différence entre l'amour de soi et la préférence pour soi. C'est là. Or, de deux choses l'une, si vous voulez. Comment peut-on enseigner qu'il faut faire la différence entre l'amour de soi et la préférence pour soi contre les autres? Vous voyez, c'est le problème de toute éducation. Alors Rousseau le pense en disant qu'on va se rendre compte, dans le meilleur cas du châtiment, que eh bien, ça me fait exister librement. C'est l'acceptation de la responsabilisation, si vous voulez. Quand on accepte, alors on va le dire d'une façon beaucoup plus simple, quand je me reconnais coupable d'un acte, je prouve ma liberté. Voilà. C'est en se reconnaissant coupable qu'on prouve sa liberté. Alors on peut le faire d'une façon plus agréable avec Stendhal quand Julien Sorel dit qu'est-ce que je suis bête, puis aussitôt il dit non, je suis pas bête parce que sinon je pourrais pas le dire. Voilà, d'accord. C'est au moment où je me reconnais coupable, je prouve qu'il y a en moi d'autres ressources que ceux qui sont celles de la culpabilité. Voilà, mais je crois qu'on a passé le temps, là. Oui, mais on ne se lasse pas. Hein. On ne se lasse pas. Hein. C'était un bon débordement. Hein. Donc nous